Le massif de la Chartreuse, qui s'étend entre Grenoble, Voiron et Chambéry, est un lieu authentique et fascinant. Stendhal ne s'était donc pas trompé en la qualifiant d'émeraude des Alpes. C'est donc un lieu de silence et de solitude que nous allons découvrir aujourd'hui. Depuis près de 1000 ans, des moines chartreux se sont établis dans ce massif où le temps suspend son vol. Mais c'est bien ici le berceau de l'ordre carthusien, là où Bruno le Chartreux, qu'on appelle aussi Bruno de Cologne, fonda cet ordre religieux contemplatif. Il y a bien longtemps, Grenoble était déjà une ville importante, avec sa cathédrale et son évêque qui se nommait Saint Hugues. Or cet évêque eut un songe. Il voyait 7 étoiles tomber à ses pieds, se relever ensuite, traverser les montagnes désertes, pour s'arrêter enfin dans un lieu sauvage appelé Chartreuse. Là, des anges bâtissaient une demeure, et sur le toit, tout à coup, les 7 étoiles mystérieuses se mirent à briller. Que voulait donc dire ce songe merveilleux ? La réponse surgit le lendemain, alors que 7 voyageurs, venus de très loin, frappent à la porte de l'évêque, se jettent à ses pieds, le priant de leur donner dans la montagne un endroit tranquille, loin des hommes, où ils pourraient prier Dieu. C'était donc la réponse du Seigneur. Mais qui se cachait derrière les 7 étoiles du songe merveilleux ? Eh bien, c'était saint Bruno et ses compagnons. Bruno de Cologne était un ecclésiastique qui aspirait à la solitude et au désert. Il érigea donc avec ses 6 compagnons un petit ermitage dans une zone particulièrement silencieuse dans la forêt de la Chartreuse, à près de 1200 mètres d'altitude et à l'écart de toute agglomération. L'endroit retenu se situait à proximité de l'actuelle chapelle Saint-Bruno et à une centaine de mètres de l'église Notre-Dame de Casalibus. Saint Bruno meurt en 1101 et le prieur de l'époque, Guigues Ier le Chartreux, a le souci de pérenniser l'organisation de l'ordre et fait approuver alors la règle des Chartreux en 1127, celle qui dicte toujours les préceptes actuels. Un peu plus tard, en 1132, une terrible avalanche ensevelit toutes les cellules des religieux, sauf une, qui permit de sauver 6 moines et un novice. Grâce à ces survivants, le monastère de la Grande Chartreuse fut alors reconstruit à l'emplacement actuel, 2 km plus bas. Au départ, seule l'église était en pierre et les cellules en bois. Au fil des siècles, les constructions successives donnent alors à ce grand ordre contemplatif sa physionomie que nous pouvons toujours admirer maintenant. L'apogée du monastère se situe au XIVe siècle, alors que celui-ci compte alors 150 membres en activité. Mais ensuite, les frères vivent des moments plus difficiles, avec de nombreux déboires, car le monastère subit notamment de nombreux incendies. Bien plus tard, entre 1789 et 1816, l'État décrète que les biens de l'Église appartiennent à la nation et les moines ont souvent dû quitter les lieux pour se protéger. Plus près de notre époque, en 1903, une loi dissout les congrégations. Des milliers d'habitants des environs se rassemblent alors sous les murs du monastère pour empêcher l'expulsion des moines. Mais les gendarmes vident tout de même le monastère le 19 avril, au milieu des habitants en pleurs. Mais lors de la Deuxième Guerre mondiale, grâce à l'action énergique du maire de Saint-Laurent-du-Pont, mais aussi la proximité de l'Église catholique avec le gouvernement Pétain, un décret de réintégration des moines à la Grande Chartreuse est rendu effectif le 21 juin 1940. Le monastère, lieu de silence et de prière, ne se visite pas. En revanche, la Correrie, la maison basse de la Grande Chartreuse, accueille le musée depuis 1957.
Ce musée a pour but d'offrir un regard d'aujourd'hui sur la vie des moines chartreux. Depuis 1127, les règles coutumes de l'ordre carthusien sont établies. Le temps monastique est rythmé d'une manière immuable, avec 7 temps pour la journée et 1 temps pour le milieu de la nuit. Le lever à 6h30 débute avec l'office de prime, la première prière du matin, suivie de l'Angélus, cette prière qui vénère le mystère de l'incarnation de Jésus. Celle-ci est récitée 4 fois par jour. La manière de célébrer la messe selon le rite carthusien a subi peu d'évolution au cours des siècles et est indissociable de la manière de vivre les Chartreux. L'ordre est composé tout d'abord des moines, ce sont les pères, qui sont tous prêtres ou appelés à le devenir. Au sein de leur monastère, les pères partagent leur vie entre la solitude d'une cellule où ils dorment sur une literie sommaire et austère. Ils mangent parfois sur une tablette dite réfectoire, devant la fenêtre, avec comme seul horizon la montagne. Ils travaillent aussi et prient seuls à l'intérieur. Parfois, ils sortent dans le petit jardin attenant dont chaque moine dispose. Mais il existe aussi des moments de vie commune à travers des offices chantés, messes, vêpres, matines. En revanche, le repas au réfectoire collectif le dimanche est pris en silence. Alors bien sûr, la promenade hebdomadaire nommée le spaciment, où chaque moine participe, est une rare occasion d'échanger, mais seulement 2 par 2. L'ordre comprend également des frères laïcs qui participent à la liturgie mais qui s'attachent aussi aux travaux manuels nécessaires à l'entretien du couvent et à la subsistance matérielle des pères. Ils sont répartis en 2 catégories, les frères convers, qui ont un engagement monastique, et les frères donnés, qui sont moins astreints au jeûne et au lever de nuit. Bien que les pères chartreux partagent la vie spirituelle et les tâches quotidiennes, les frères, toujours en silence, s'adonnent plus aux différents travaux nécessaires à la vie commune. La préparation des repas est évidemment une priorité. L'entretien du jardin potager est également essentiel. Mais une réserve de bois est aussi disponible en rez-de-jardin avec un atelier dévolu au travail manuel. Si la vie carthusienne se déroule immuablement à l'intérieur des murs du monastère, un religieux descend toutefois chaque semaine à la distillerie de la Chartreuse, installée entre 2 guiers depuis 2018. Mais quelle est l'origine de la fameuse liqueur dont le secret est si bien gardé ? C'est en 1605 que les moines chartreux du monastère de Paris, rue d'Enfer, reçoivent un mystérieux manuscrit. C'est le maréchal François Annibal d'Estrées, l'évêque comte de Noyon, qui le leur remet en main propre. Mais que contient cet énigmatique document ?
On sait simplement que le document contient une formule, celle d'un tonique à base de plantes médicinales comme un élixir de longue vie. Ce n'est donc qu'en 1737 que l'apothicaire du monastère de la Grande Chartreuse va en redécouvrir les secrets de fabrication. C'est d'abord une chartreuse verte à 55 degrés qui est produite localement avec succès. À partir de cette formule, cette liqueur va devenir célèbre dans le monde entier. Il faut savoir que 130 plantes sont nécessaires à l'élaboration de cette liqueur que seuls les Chartreux connaissent. Jean-Jacques Rousseau, très bon marcheur et grand amoureux des plantes, vint avec 3 compagnons le 9 juillet 1768, herboriser autour du couvent et de la chapelle Saint-Bruno, et aurait d'ailleurs confié alors à ses compagnons le souhait de devenir momentanément chartreux. Depuis des siècles, ce lieu exceptionnel et hors du temps garantit le silence, la solitude et la méditation pour se consacrer à Dieu. Aujourd'hui encore, une trentaine de moines vivent toujours derrière ces murs et perpétuent l'œuvre de saint Bruno. C'est donc plus de 900 ans d'histoire que nous découvrons avec cet ordre chartreux, un ordre d'une extrême sobriété, essentiel à cet idéal de vie. Mais ici, cette vocation monastique n'apparaît pas comme un rejet du monde, mais il s'agit bien d'un appel positif, un appel à converser avec Dieu sans intermédiaire.